Nous en sommes à la 5e année de crise. Partout, on note de nouveaux signes de ralentissement de l'économie mondiale. En Europe, c'est la récession. 2013 sera probablement la 6e année de forte turbulence et l'on ne voit pas le bout du tunnel. Alors, comment ne pas tirer des leçons de l'expérience du passé et surtout de la crise de 1929 ? Malgré les mesures monétaires et budgétaires, les États-Unis tournent aujourd'hui toujours au ralenti. En Europe, c'est bien pire. On est passé de la crise bancaire à la crise de la dette souveraine, à la crise de l'euro, à l'effondrement du système productif de l'Europe du Sud et à la flambée du chômage. Avec l'addition des plans d'austérité, va-t-on déboucher, comme en 1929, sur les ravages de la déflation, du chômage de masse et de l'extrême pauvreté ? En 1929, on le sait, cela s'est terminé par une guerre. C'est pour tirer les leçons de l'histoire que Florent Aftalion vient de publier chez Economica « Crise, dépression, New Deal, guerre ». Florent Aftalion, bonjour. Bonjour. Je suis enchanté de vous accueillir. Florent Aftalion, vous êtes professeur émérite à l'ESSEC, où vous avez enseigné l'économie et la finance. Vous êtes né à Bucarest et vous êtes arrivé en France en 1949 comme réfugié politique. Vous avez d'abord été ingénieur, vous avez d'ailleurs une formation d'ingénieur et de docteur en physique. Et puis vous avez obtenu à la Northwestern University successivement un MBA et un PhD en finance, c'est-à-dire un doctorat en finance. Vous vous positionnez comme un économiste libéral et vous avez d'ailleurs appartenu à la Société du Mont Pèlerin. Vous êtes pour autant un eurosceptique, on peut dire comme ça, un eurosceptique. Je rappelle que vous êtes engagé contre le traité de Maastricht et que vous avez toujours été hostile à l'instauration de l'euro. Ce que l'on sait moins par ailleurs, c'est que vous vous intéressez énormément à l'histoire et que parmi tous les ouvrages que vous avez publiés, malheureusement nous n'en parlerons pas aujourd'hui, mais il y a des ouvrages historiques absolument passionnants. Sur l'euro, petite question peut-être brièvement, on est toujours dans cette pleine crise de l'euro. Est-ce que vous pensez que l'actualité vous a donné raison sur votre scepticisme et sur votre hostilité à l'euro ? Oui, l'euro a donné raison aux eurosceptiques, mais malheureusement, les crises qui sont arrivées, comme l'avaient prévu les eurosceptiques, en particulier Milton Friedman, bien sûr ne se sont pas déroulées selon le scénario qu'on aurait pu imaginer il y a une quinzaine d'années, tout simplement parce que l'histoire évolue, les institutions évoluent, mais il y a eu crise et il y a maintenant une situation de laquelle on ne peut pas sortir facilement. Et ça avait été effectivement prévu. C'est-à-dire qu'on avait bien anticipé, enfin certains économistes avaient bien anticipé le fait que ce montage de l'euro était dangereux, portait des inconvénients, mais aujourd'hui, la situation est un peu inextricable. Mais on va y revenir. Je voudrais tout de suite repartir sur votre livre, puisque votre livre, vous l'avez écrit comme un champ d'expérience ou de tirer les leçons d'histoire de la crise de 1929, qui est le cas historique qu'on connaît de crise extrêmement longue, puisqu'on en est sorti, comme le titre de votre livre l'indique, que par la guerre. Alors bien entendu, les différences de situation économique entre les années 30 et aujourd'hui sont innombrables. Pourtant, vous estimez qu'on peut en tirer des leçons de cette crise. Lesquelles, par exemple ? Alors, certaines leçons ont été tirées depuis longtemps. Je vais vous donner deux exemples. La première leçon a concerné le système monétaire international, celui qui a été inauguré à Bretton Woods, tiré parti de l'expérience des années 20 et des années 30. On a instauré un système de taux de change fixe, mais révisable. Et ce système a duré jusqu'en 1971. Mais il a disparu aujourd'hui. Il a disparu, mais enfin, il a fait quand même la prospérité du monde industriel occidental pendant pas mal d'années. Donc ça, c'était la première leçon qui a été tirée. Une deuxième leçon qui a été tirée, mais malheureusement sur laquelle on est en train de revenir, c'est le protectionnisme. On s'est rendu compte dans les années 30, étant donné la contraction du commerce mondial international de l'époque, du mal que ça faisait, et on a créé après la guerre le GATT, et petit à petit, et grâce surtout à l'Europe, on a réussi à enlever ces chaînes protectionnistes, mais malheureusement, dans un état du monde qui de nouveau retourne vers la crise, on voit ressurgir les tentations protectionnistes. Donc cette leçon a été tirée, mais on va l'oublier.
Alors, vous parliez justement des parités fixes et du système de Bretton Woods. Permettez-moi de revenir sur ce point. Ça a été supprimé à partir donc, de 1971, hein, quand Nixon a détaché le dollar de l'or. Est-ce qu'il faudrait revenir aujourd'hui, par exemple, pour tirer une leçon, à un ordre monétaire avec une certaine fixité d'échange? Bien sûr, des possibilités de fluctuation, mais vous citiez Milton Friedman. Milton Friedman était contre ce système de Bretton Woods. Oui, Milton Friedman a été, dès le début de Maastricht, contre, et il a toujours été un partisan des taux de change flexibles. Et de politique monétaire conduite de façon non pas par des hommes, mais par des systèmes, ou si vous voulez, par des règles. Or, on ne sait pas aujourd'hui vers quelles règles monétaires on pourrait se tourner. Mais il est certain qu'il faudrait sortir du système actuel. Ceux qui ont conçu Maastricht ont voulu brûler leur bateau et il n'y a pas de solution à l'intérieur du traité de Maastricht. On ne sait pas comment on pourrait sortir de l'euro. Alors il y a toutes sortes d'économistes qui imaginent des systèmes. Je ne veux pas être le N plus unième à le faire, mais il est certain que ça serait utile d'imaginer comment on pourrait sortir de l'euro. Mais ça ne va pas être facile. Alors, on va faire le va-et-vient entre le présent et le passé sans arrêt. C'est le but de cet entretien. Dans votre livre, vous dénoncez toutes les idées reçues, les idées fausses sur la manière dont on est sorti de la crise de 29. Alors, je voudrais que vous en rappeliez quelques-unes. Oui, en fait, c'est ça qui m'a motivé au départ. C'est que j'ai constaté que la plupart des gens dits instruits fonctionnaient avec des mythes totalement faux et qu'il est très facile de démontrer comme tels. Alors parmi ces mythes, il y a celui de l'origine de la crise. On l'attribue souvent au krach d'octobre 29. Le jeudi noir, le fameux jeudi noir. C'est faux, c'est facile. Bon, la crise a commencé bien avant et on commence à en comprendre les raisons. Deuxième mythe, il concerne Roosevelt, dont on a fait celui qui a sauvé le capitalisme et qui a sorti l'Amérique de la crise. Or, il est très facile, avec quelques chiffres, de constater que Roosevelt, du moins jusqu'à sa troisième présidence, n'a pas du tout sorti l'Amérique de la crise, puisqu'il a pris l'Amérique au moment où le chômage était à 25%, et en 1940, lorsque s'est terminée sa deuxième présidence, eh bien, le chômage était encore bien supérieur à 10%, et pendant 8 ans, ces deux présidences, il était en moyenne de 15%. La production industrielle américaine, pendant, encore une fois, ces deux premières présidences, a été loin de retrouver le niveau d'avant la crise. On a fait d'ailleurs, pour dénoncer certaines idées fausses, on a fait de Roosevelt le premier président appliquant des idées keynésiennes, alors que Roosevelt n'était pas du tout intéressé par Keynes, il ne s'entendait pas du tout d'ailleurs. C'est le plus étonnant dans cette affaire, c'est qu'on a fait effectivement, comme vous venez de le dire, celui qui a appliqué les idées keynésiennes. Or, premièrement, il était convaincu qu'il fallait maîtriser le budget et que les budgets devaient être à l'équilibre. D'ailleurs, il avait critiqué son prédécesseur pour avoir laissé s'instaurer des déficits budgétaires. Donc, à la fin de sa deuxième présidence, les choses lui ont un peu échappé, il a fait des déficits, mais il a essayé de ne pas les faire. Et par deux fois, Keynes, une fois par écrit et une fois en le rencontrant, s'est opposé à lui en lui disant « Vos politiques sont mauvaises, c'est pas comme ça qu'il faut faire ». Et c'est incroyable qu'aujourd'hui on en fasse le champion du keynésianisme. Alors la guerre, quel était le rôle de la guerre pour sortir de cette crise? Oui, alors la guerre a eu effectivement un grand rôle. Bon, évidemment en dehors des morts, des destructions, etc., de tout le mal qu'elle a fait, mais la guerre a retourné Roosevelt. Roosevelt s'est rendu compte que l'Amérique, qui n'avait pas d'armée, qui n'avait pas d'industrie de guerre, et qui devait non seulement se faire sa propre armée, sa propre industrie de l'armement, mais devait en plus aider l'Angleterre, qui était le seul pays qui résistait en 1940 à Hitler. Alors,
qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a appliqué des méthodes dites keynésiennes? Est-ce qu'il a appliqué une quelconque planification d'État? Pas du tout. Il a convoqué des gens de chez General Motors, les grands chefs de l'industrie américaine, et leur a dit, voilà un cahier des charges, on a besoin de tant de bimoteurs, de tant de tanks, de tant de Liberty Ship, etc. Vous les construisez. Donc c'était un volontarisme industriel, un très grand volontarisme industriel. C'était une délégation de l'armement à secteur privé auquel on payait les coûts plus 6 à 8%. Dans l'affaire, le New Deal a complètement disparu. On a dit, donc, un des aspects qu'on juge positifs du New Deal, c'est que Roosevelt a donné un grand pouvoir aux syndicats en 1935. Eh bien, et que les syndicats en ont profité, il y a eu une série de grèves en 1935 et 1936 qui ont été l'une des sources de la crise de 37 à 38. Eh bien, pendant la guerre, l'administration américaine a fait savoir donc aux syndicalistes que s'ils faisaient des grèves, eh bien, leur permission serait résiliée et qu'ils allaient partir au front. Il n'y a pas eu de grève pendant la guerre. Ce qui a été aussi mis en place pendant la guerre, puisque les États-Unis ont aidé la Grande-Bretagne et l'Union soviétique aussi, oui. C'est le mode de financement pour financer ces pays, et donc de leur faire des prêts, de leur prêter de l'argent. Oui, que la Russie n'a jamais remboursé, bien entendu. Alors ça, on reviendra. Comment on se débarrasse des dettes, c'est un thème sur lequel on reviendra. Alors, de cette période des années 30, de cette crise des années 30, de cette crise qu'on appelle la crise de 1929, certains pays s'en sont mieux sortis que d'autres. On pense souvent au Royaume-Uni, mais peut-être encore, il faudrait se dire un petit mot sur le Royaume-Uni, l'Allemagne et le Japon, par exemple. Comment l'Allemagne et le Japon se sont sortis de la crise? Alors, l'origine de la crise remonte à 1925, quand l'Angleterre s'est remise sur l'étalon or à un taux de change qui surévaluait la livre. Bon, ça entraînait toutes sortes de conséquences que j'explique dans mon livre, et en particulier une grande crise en 1931 qui a aggravé la crise qui existait déjà et qui a induit un certain nombre de gouvernements à sortir de l'étalon or. Donc l'Angleterre est sortie de l'étalon or. Avec l'Angleterre, les pays qui commerçaient le plus avec elle, les pays scandinaves, la Nouvelle-Zélande, etc., et ces pays, Angleterre en tête, ont été les premiers à sortir de la crise. Alors l'Allemagne, c'est assez intéressant, hein, c'est-à-dire que l'étalon or, c'est très intéressant comme leçon pour aujourd'hui. Est-ce que l'étalon or opérait une mesure restrictive sur la création monétaire, en quelque sorte, et la Grande-Bretagne s'est donné la liberté de créer de la monnaie. Tout à fait, exactement. Alors que la France, qui était en tête de ce qu'on appelait à l'époque le bloc or, n'est sortie de l'étalon or qu'en 1936, et à cause de certaines mesures prises à l'époque, comme la semaine de 40 heures, si ça vous rappelle quelque chose, dites-le moi, n'est pas sortie de la crise qu'après la guerre. Mais donc, il y a eu une bonne mesure sous le Front populaire, finalement, sortir de l'étalon or, et une mauvaise mesure, selon vous, qui était la semaine de 40 heures. Tout à fait. Mais je reviens à l'Allemagne dont vous parliez. L'Allemagne, dès avant l'arrivée d'Hitler, a pris une solution un peu particulière qui a consisté à appliquer un contrôle d'échange. Donc sans sortir officiellement de l'étalon or, donc, il y avait un contrôle d'échange qui impliquait que chaque industriel qui voulait exporter devait remettre le fruit de ses exportations à une certaine administration, et pour importer, il fallait obtenir des devises de la même administration. Alors Hitler, les nazis, quand ils sont arrivés au pouvoir, début 1933, ont rigidifié ce système à telle enseigne que petit à petit, ils sont arrivés à un système toujours en prétendant appartenir à l'étalon or, mais système dans lequel finalement les échanges se faisaient uniquement par des accords bilatéraux. Et ces accords étaient destinés essentiellement à alimenter l'industrie de guerre, donc qui était la bénéficiaire bien entendu du système, et pendant ce temps-là... Et tout ce qui était lié, comme les grands travaux, les autoroutes qui étaient destinées à l'armée. Voilà. Alors ça faisait partie du système, donc, parce que les autoroutes c'est pour faire passer les tanks en vitesse, donc ça faisait partie des bénéficiaires du système, mais
le public, lui, avait droit à des ersatz, c'est-à-dire que les prix étaient contrôlés, et sous les nazis, il est très facile de contrôler les prix, parce que ceux qui n'obéissaient pas au contrôle des prix allaient dans un camp de concentration. Donc, il n'y avait pas de problème de ce côté-là. Donc, ce qui s'est passé, c'est que l'Allemagne, la Reichsbank, a imprimé beaucoup de monnaie qui aurait dû provoquer de l'inflation, mais qui, à cause de ces contraintes politiques, ne l'a pas fait. Donc, avec le système d'échanges bilatéraux, les nazis obtenaient les produits qu'ils voulaient, et la population était évidemment la victime de ce système, mais qui ne pouvait pas se plaindre. Mais on retrouve quand même un fil conducteur dans les idées que vous défendez, c'est qu'il faut de la création monétaire. Et oui. Si la création monétaire est rigidifiée, on ne sort pas de la crise. Ce qu'on a appelé depuis le keynésianisme de guerre. Alors, revenons aux leçons pour aujourd'hui. Revenons pour aujourd'hui. Vous considérez que les leçons, en termes de politique monétaire, les leçons de 1929 et des années suivantes, en termes de politique monétaire, ont été bien apprises. Vous adhérez à la politique de la Fed et de Ben Bernanke? Oui, alors il faut rappeler que Bernanke était, avant d'être président de la Fed, a été un enseignant, un chercheur spécialisé non seulement dans la crise des années 30, mais dans la période 31-33, qui était la période des paniques bancaires aux États-Unis, durant laquelle les banques manquaient de liquidités, alors que la Banque centrale ne voulait pas leur fournir. Donc rétablir la liquidité, absolument. Voilà, donc ça c'est la leçon qu'a appris Bernanke. Arrivé à la tête de la Fed, il a appliqué, donc il a ouvert les vannes pour offrir aux banques américaines toute la liquidité qu'ils voulaient. Mais l'état du monde et de l'économie américaine a un peu changé depuis, et aujourd'hui, la Fed, les banques américaines ne manquent pas du tout de réserves. Donc le problème s'est déplacé. Alors que dans les années 30, avec les mêmes réserves excédentaires, il y aurait eu une création monétaire très importante et probablement une reprise économique telle qu'elle s'est produite d'ailleurs. Enfin, je ne veux pas revenir trop sur des détails techniques, mais à partir du début de la crise actuelle, cette injection de liquidités ont empêché les banques américaines, ont fourni assez de liquidités aux banques américaines, mais n'ont pas relancé l'économie. Mais est-ce que cette injection de liquidités n'a pas aussi eu un deuxième objectif, c'est d'éviter la déflation, la mise en place de la déflation? Alors, ça aurait dû conduire à ça. Si Friedman, qui est mort en 2006, vivait encore, peut-être l'aurait-il craint. Mais dans l'état actuel du monde, les banques accumulent les réserves excédentaires sans que la masse monétaire détenue par le public augmente. Mais on peut penser qu'un jour ou l'autre, ces réserves se traduiront en croissance de masse monétaire. Avec à la clé, bien entendu, l'inflation. Oui. Alors on reviendra à ce problème, est-ce qu'on est en situation déflationniste ou inflationniste? La situation est un petit peu compliquée. Du point de vue de la politique de la BCE, que pensez-vous du rôle de la BCE pendant cette crise? Alors, la BCE est partie, si je peux dire, au début de la crise, avec des contraintes imposées par l'Allemagne, donc craignant l'inflation, qui lui imposaient, en particulier l'un des je ne sais pas comment on peut appeler ça, pas un critère de Maastricht, no bail-out, pas de sauvetage. Et petit à petit, on est arrivé à des sauvetages, et la banque, la BCE, petit à petit, est arrivée à faire, en particulier maintenant probablement, non seulement à acheter, comme elle a fait dans le passé, de la dette d'État grec et autres, mais à acheter directement sur le marché des dettes au moins à 1 an jusqu'à 3 ans. Mais beaucoup moins que ce que fait la Fed. Au début. Mais on ne sait pas où ça va finir. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'on constate que la position très rigide de la BCE, qui était conforme à ses règles de conduite, évolue petit à petit, que l'Allemagne cède et qu'on peut se demander si à la fin, où ça va finir. Et vous pensez qu'à la fin, l'Allemagne sera bien obligée de céder? Je le crains, oui. Vous le craignez? Enfin, je ne sais pas s'il faut le craindre ou le souhaiter. Parce que dans l'immédiat, évidemment, à chaque fois que la BCE se met
en changeant de méthode, à acheter des dettes souveraines, les marchés sont soulagés, tout va mieux pendant quelque temps, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que ces délais supplémentaires n'ont servi qu'à accumuler de nouvelles dettes parce que les États continuent à faire des déficits, donc à emprunter. Alors, autant vous dites dans ce livre que les leçons ont été bien apprises sur le plan monétaire, par contre, vous êtes plutôt sévère sur les politiques de relance budgétaire. Alors, comme on approche des élections américaines aux États-Unis, Oui. Obama, est-ce que la situation économique aux États-Unis, est-ce que c'est parce que ça ne marche pas, la relance budgétaire, ou parce qu'on n'en a pas assez fait? C'est ce que disent des gens comme Stiglitz, Krugman, qui disent on n'en a pas fait assez fait, il faut relancer massivement. Oui, alors, lorsqu'Obama est arrivé au pouvoir, il a dit que grâce à son plan de relance de presque 900 milliards de dollars, il y aurait dans un an... Qui suivait les plans de relance de George Bush, d'ailleurs. Oui, absolument. Donc, il a dit, dans un an, il n'y aura plus que 7% de chômeurs, alors qu'il y en avait 8 et quelques lorsqu'il est arrivé à la Maison-Blanche, grâce à ce plan de relance, de stimulus plan, de presque 900 milliards de dollars. Et ça, sur le conseil de ses conseillers économiques. Bon. Alors, ce plan n'a pas marché, en ce sens que, premièrement, on s'est aperçu qu'au bout d'un an, au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, le chômage est toujours le même aux États-Unis, qui n'a pas diminué, que beaucoup d'argent de relance, en fait, est prêté ou donné à des entreprises pour des raisons politiques, et que la seule explication d'Obama et de son administration, c'est si on ne l'avait pas fait, ça aurait été pire. Alors, si ça aurait été pire, ils auraient dû le dire depuis le départ. Pourquoi ont-ils annoncé une baisse du chômage et n'ont pas dit, dans les conditions... Mais justement, ça aurait été pire. Alors, faisons le pont entre les États-Unis et l'Europe. Vous le dites vous-même dans votre livre, est-ce que le pire risque, ce n'est pas la déflation intérieure? Et c'est justement ce que sont en train de vivre les pays d'Europe du Sud, la Grèce, l'Espagne, peut-être l'Italie et bientôt la France. Je crois que la formule pour un État tel que celui de la Grèce, de l'Espagne, etc., au moment où la crise de l'endettement de ces États commençait, c'était d'abord j'oublie le mot français, la reprogrammation de la dette, la restructuration de la dette, avec évidemment pardon d'une partie de la dette, deuxièmement. Deuxièmement, il y a toujours eu dans l'histoire, lorsqu'il y avait restructuration, en même temps dévaluation. Donc ce sont deux mesures qui vont de pair. Et troisièmement, éventuellement... Restructuration de la dette, dévaluation. Dévaluation, et éventuellement... déflation interne, c'est-à-dire réduction... du fait de la dévaluation. Voilà. Donc, mais là, on ne peut ni restructurer la dette, ni dévaluer. Alors, dans le cas de la dette de la Grèce, on a restructuré la dette. On a, dans une certaine mesure, fait une déflation intérieure, mais on ne peut pas dévaluer. Donc, la troisième jambe de ce système manque. Donc, ça ne peut pas fonctionner. Alors, comment sortir de cette situation? Les pays d'Europe du Sud sont non seulement chargés de dettes, ils sont en train de détruire leur système productif. La dette d'État s'accumule. Historiquement, quand on a de la dette souveraine à ce point-là, on n'a pas d'exemple historique, on a réussi à rembourser la dette. Si on prend ne serait-ce que l'exemple de l'Allemagne, dans les années 50 qui avait ses dettes de guerre, on a bien étalé sa dette, le remboursement de la dette, dette qui a été non seulement étalée, mais érodée par l'inflation. Donc comment peut-on amener l'Espagne, l'Italie, la Grèce, voire la France à rembourser sa dette et aussi vite? Alors, rembourser dans les conditions dans lesquelles la dette a été émise, ça n'a jamais existé, vous venez de le dire, ça n'existera probablement jamais. Bon, alors, comment ça s'est passé dans des circonstances historiques? Eh bien, vous l'avez dit, l'inflation essentiellement, et dans le cas de l'Amérique d'après-guerre, par non négligeable prise par la croissance. Or, la croissance actuellement, je crois qu'il ne faut pas compter dessus en Europe, et donc les seules solutions, c'est restructuration, mais alors très profonde,
avec ou pas sortie de l'euro, qui permettent donc de réajuster les coûts entre pays, et inflation. Et trouver un moyen de provoquer de l'inflation. Oui, et inflation. Voilà. Alors, Florent Aftalion, la crise, dépression, New Deal, guerre, une leçon d'histoire économique. Merci beaucoup. Merci.